Nous allons consacrer la présente vidéo à la notion de l'interférence des ondes électromagnétiques et son explication par son aspect mathématique. Lorsqu'on parle des ondes électromagnétiques, c'est que ces dernières sont envoyées par une source donnée sous forme d'un faisceau électromagnétique, ce qu'on peut schématiser par le schéma suivant. Soit une source de rayonnement électromagnétique placée par exemple à cet endroit. Le rayonnement qui sera envoyé par cette source sera sous forme d'un faisceau électromagnétique. Physiquement parlant, un faisceau est constitué par un nombre élevé de rayons parallèles. Considérons alors trois rayons d'un faisceau électromagnétique donné. En réalité, un faisceau électromagnétique n'est autre qu'un ensemble de photons qui se déplacent de façon ondulatoire suivant des directions données. Et ces directions sont schématisées par les rayons qu'on vient de considérer. Donc chacun des rayons ici montre tout simplement le sens de déplacement de photons émis par la source de rayonnement électromagnétique, photons qui se déplacent de façon ondulatoire suivant ces lignes. Ce qu'on peut schématiser par ce qui suit. Par ce dessin, on comprend alors qu'une source électromagnétique donnée envoie des photons sous forme d'un faisceau et que ces photons bougent de façon ondulatoire suivant la direction du faisceau. Remarquons qu'on vient d'utiliser les termes photon et ondulatoire. Ces deux termes voudraient dire tout simplement que tout rayonnement a un aspect dualistique. Et on parle donc de la dualité des rayonnements électromagnétiques. Ça voudrait dire que tous les rayonnements électromagnétiques sont constitués de particules qui ne sont autres que les photons et que ces derniers ne se déplacent pas de façon linéaire, mais se déplacent de façon ondulatoire. Dans tous les phénomènes physiques où un rayonnement électromagnétique donné ne fait pas intervenir son énergie, les phénomènes en question seraient alors expliqués en considérant que le rayonnement est une onde. C'est ce qui se passe dans l'interprétation de tous les phénomènes optiques, diffraction des rayons X incluses. Mais dans les phénomènes physiques où un rayonnement donné intervient avec son aspect énergétique, tel que le phénomène de photoélectricité, c'est l'aspect corpusculaire du rayonnement qui sera considéré. À savoir qu'on va considérer tout simplement que le rayonnement est un ensemble de particules qui ont une masse donnée et une énergie donnée. Les ondes composant un faisceau électromagnétique donné se propagent de façon ondulatoire suivant une équation de type A de t est égal à 0 cosinus oméga t plus phi. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation du signal, exprimée en radians par seconde. Donc c'est un angle de pi sur une période exprimée en secondes. Et 1 sur t, c'est exprimé en seconde moins 1. C'est ce qu'on appelle la fréquence du signal. Et cette fréquence n'est autre que la vitesse des photons sur la longueur d'onde du rayonnement. La longueur d'onde est la distance séparant deux points ayant le même état de phase. Sur le dessin ici, ça va être la distance entre ce point et ce point. Et A0 n'est autre que l'amplitude maximale de l'onde. Pour un rayonnement électromagnétique donné, la connaissance de la longueur d'onde conduit à la détermination de l'énergie des photons composant ce rayonnement. Puisque l'énergie a comme expression E est égal à H nu, nu étant la fréquence de l'onde, et c'est égal également à Hc sur lambda. Donc connaissant lambda, on peut avoir l'énergie du rayonnement. Donc ici horizontalement, la connaissance de la longueur conduit à l'énergie du rayonnement, et la hauteur conduit à l'amplitude. Or cette amplitude est fonction du nombre de photons que contient le rayonnement. Pour ce qui concerne la fréquence, c'est le nombre de fois où se répète l'onde pendant une seconde. Si on suppose pour ce rayonnement que l'onde parcourt cette distance en une seconde, ça voudrait dire que pendant une seconde, le signal se répète deux fois et la fréquence serait égale à 2. Si maintenant on suppose que ce signal devient deux fois plus énergétique que ce qu'il est, ça peut être représenté sur la figure de la façon suivante. Dans le cas précédent, entre ce point et ce point, l'onde se répétait deux fois, alors que maintenant, entre ce point et ce point,
l'onde se répète 4 fois. Donc la fréquence dans ce cas est double de ce qu'on a vu tout à l'heure et le signal serait donc 2 fois plus énergétique que le signal précédent. Nous signalons que dans les phénomènes corpusculaires, l'énergie des corpuscules constituant le rayonnement sera calculée par la formule E est égal à mc2, qui est la fameuse formule établie par Einstein. Signalons enfin que comme les rayons sont envoyés simultanément par la même source, c'est que les ondes composant les différents rayons sont en phase. Ça voudrait dire que à un instant t donné, l'amplitude de l'onde est exactement la même. Ainsi, par exemple, à cet endroit-là, après que l'onde a parcouru une distance correspondant à une fois la longueur d'onde, l'onde s'annule ici, ça serait la même chose là et là. Et à cet endroit ici, par exemple, après que l'onde a parcouru cette distance, l'amplitude de l'onde à cet endroit est maximale sur ce rayon, et l'on est de même pour l'amplitude de l'onde sur les autres rayons. Supposons maintenant qu'on envoie un rayonnement X sur un cristal. Comme ce dernier est constitué par un certain nombre d'atomes, il va y avoir alors une interaction entre ces atomes et les photons constituant le rayon X. L'interaction des rayons X avec un atome donné du cristal peut s'expliquer de la façon suivante. Une fois que l'atome reçoit les photons X, il va les disperser de façon équilibrée et sphérique autour de lui, de telle sorte que l'énergie des photons dispersés va être exactement la même que celle des photons incidents. Le phénomène de dispersion des photons autour d'un atome donné, une fois que celui-là les reçoit d'un rayonnement X, ce phénomène s'appelle le phénomène de diffusion. Et comme les photons dispersés gardent la même énergie que ce qu'ils avaient avant d'interagir avec l'atome, c'est que la diffusion est appelée élastique, puisque l'énergie incidente et l'énergie diffusée ne changent pas. Pour plus de détails sur le phénomène de diffusion atomique, voilà la vidéo que nous avons déjà consacrée à ce sujet. Les rayons diffusés ici montrent tout simplement la direction de propagation des ondes émises par un atome donné. Nous n'avons pas représenté ces ondes pour ne pas encombrer tout simplement la figure. Mais ces ondes, si on les trace, ils doivent avoir une longueur d'onde exactement comme celle à l'entrée, puisqu'on vient de dire que les photons ne changent pas d'énergie, et l'énergie dépend de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde émise est exactement égale à la longueur d'onde incidente. Sauf que si on trace la longueur d'onde sur ces rayons-là, leur amplitude doit être inférieure à l'amplitude incidente, puisque l'amplitude incidente traduit le nombre total de photons que reçoit un atome donné, mais ces photons vont être dispersés suivant plusieurs directions de façon sphérique autour de l'atome, et par voie de conséquence, suivant une direction donnée, le nombre de photons envoyés va être inférieur et largement au nombre de photons total que reçoit l'atome. Ce phénomène de diffusion peut être assimilé à une antenne de télécommunication qui reçoit un signal donné et qu'elle renvoie de façon sphérique autour, de telle sorte que la réception de signal peut être n'importe où autour de l'antenne. Ceci étant dit, un cristal n'est pas formé par un seul atome, mais par plusieurs atomes disposés de façon régulière et périodique dans tout l'espace cristallin. Ainsi, les atomes d'un cristal vont être irradiés simultanément par les rayons X et ils vont diffuser simultanément également. Par voie de conséquence, les rayons diffusés par des atomes voisins vont nécessairement interférer. Et la question qui se pose, comment va se passer cette interférence? Pour comprendre alors le problème de diffusion des rayons X par les atomes d'un cristal donné, considérons un certain nombre d'atomes disposés sur une rangée réticulaire UVW
quelconque, de telle sorte donc que les atomes vont être régulièrement répartis sur cette rangée. Comme on vient de l'expliquer il y a un instant, lorsque les atomes de la rangée sont irradiés simultanément par un faisceau de rayons X donné, ils vont tous diffuser de la façon qu'on vient d'expliquer il y a un instant. Comme on l'a signalé tout à l'heure, les rayons composant un faisceau électromagnétique donné doivent être parallèles. Et les ondes composant ces rayons doivent être en phase. C'est-à-dire que lorsqu'on intercepte deux rayons donnés parallèles par une perpendiculaire, on doit trouver le même état de phase pour les ondes. Et si l'onde est nulle, il s'apprête à aller négativement, et il en est de même à ce point. Pour ce qui concerne maintenant les rayons diffusés par les différents atomes, ceux qui peuvent interférer doivent être obligatoirement parallèles dans l'espoir qu'ils puissent former, comme à l'entrée, un faisceau de rayons parallèles qui puissent être mesurés. Parmi donc les rayons diffusés, on peut examiner l'interférence des rayons représentés ici en bleu, puisqu'ils sont parallèles, ou bien des rayons en vert, puisqu'ils sont également parallèles, ou bien des rayons roses, également parallèles, ou tout autre lot de rayons diffusés, à condition qu'ils soient parallèles entre eux. Essayons de voir alors ce qui se passe lorsqu'il y a interférence, par exemple, des rayons bleus. Pour ce qui concerne l'atome de droite, l'onde qu'il va diffuser va prendre départ avec une amplitude nulle, et cette amplitude va évoluer de façon négative sur une demi-longueur d'onde. Ceci est tout à fait normal puisque l'onde incidente, avant d'interagir avec l'atome, elle avait une intensité positive et il s'annulait donc au niveau de l'atome. C'est normal donc qu'après, le rayonnement prend une amplitude négative. C'est comme si tout simplement le rayonnement incident s'est cassé à cet endroit-là et a changé de direction. Comme la diffusion est élastique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le rayonnement diffusé a une longueur d'onde qui est égale exactement à la longueur d'onde du rayonnement incident. Ça voudrait dire que les photons interagissant avec l'atome vont être diffusés avec la même énergie. Cependant, l'amplitude du rayonnement envoyé est plus faible que celle du rayonnement incident. Ça voudrait dire tout simplement que le nombre de photons envoyés dans ce sens est beaucoup inférieur au nombre de photons incidents. Ce dernier serait égal à l'ensemble des photons envoyés dans toutes les directions. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ceci étant dit, maintenant pour que tous les rayons bleus parallèles puissent constituer un faisceau électromagnétique, il faudrait que les ondes transportées par ces rayons soient en phase avec cette onde une fois qu'on abaisse la perpendiculaire à tous les rayons. Ainsi, l'onde émanant de cet atome va parcourir une certaine distance de là à là, et une fois arrivée ici, elle doit sortir au même état de phase que celle-ci, c'est-à-dire qu'elle doit prendre départ avec une amplitude nulle, puis négative. Ce sera la même chose pour le rayon émanant de cet atome. Celui-là, une fois qu'il va envoyer son rayonnement, le rayonnement, une fois arrivé ici, pour qu'il puisse interférer positivement avec les autres rayons ici, il doit sortir vraiment en phase. Et il en est de même pour le rayonnement envoyé par le troisième rayon. Donc, une fois que les rayonnements émanant de tous les atomes se rencontrent à ce niveau, ils doivent être vraiment en phase. C'est-à-dire, si on abaisse la perpendiculaire à n'importe quel endroit coupant les rayons du faisceau parallèle, on doit avoir le même état de phase. Autrement dit, l'amplitude des ondes doit être exactement la même. Ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'interférence constructive. Et la question qui se pose, c'est que du fait que les ondes ne prennent pas toutes départ à partir de ce point-là, il va y avoir alors un décalage de parcours entre les ondes. Et la question qui se pose alors, quelle est la condition sur ce décalage, qu'on va appeler déphasage entre les ondes,
pour que l'onde envoyée par ce rayon, par exemple, arrive avec le même état que l'onde précédente. Pour comprendre maintenant ce phénomène d'interférence, supposons qu'on dispose de deux signaux électromagnétiques émanant de deux sources différentes et que ces deux sources émettent ces rayonnements simultanément, dans la même direction. Ce cas de figure correspond à ce qu'on a appelé tout à l'heure des ondes en phase. Puisque leurs directions sont parallèles, si on abaisse des perpendiculaires au rayon, on doit trouver exactement le même état de phase. Tel que ici, les deux ondes sont nulles. À cet endroit, à un quart d'onde, ils sont maximales avec la même amplitude, et ainsi de suite. Et signalons que le phénomène d'interférence ne peut être envisageable que si les ondes à interférer ont la même longueur d'onde. Et là, donc, ce cas-là, c'est le cas où les ondes sont en phase. Dans ce cas, on va expliquer mathématiquement que le rayonnement va se combiner positivement et donner un signal fort. On va comprendre dans un instant pour quelle raison. Alors maintenant, ce même signal fort résultant de l'interférence de ces ondes va avoir toujours lieu si il y a un décalage de point de vue linéaire entre les ondes et que ce décalage soit égal exactement à une fois la longueur d'onde, comme on peut l'expliquer par le schéma suivant. Ce cas-là traduit le fait que nous disposons de deux rayonnements, mais qui ne sont pas émis simultanément. Il y a une source, un atome par exemple, qui envoie un signal qui parcourt déjà une certaine distance, et ce n'est qu'après que la deuxième source, qui peut être un atome, va envoyer le même signal, mais avec un retard. Alors on remarque que si le retard est égal à 1 fois lambda, à partir de ce point, on a le même cas de figure que tout à l'heure. Et on va expliquer dans un instant que ce cas va toujours correspondre à ce qu'on appelle l'interférence constructive. La même situation sera ensuite obtenue si le retard effectué par la deuxième onde est égal cette fois à 2 fois la longueur d'onde, comme on peut les schématiser par la figure suivante. Donc là, les deux sources envoient des signaux de même caractéristiques, même longueur d'onde, même amplitude, mais le deuxième signal va faire un retard cette fois de 2 fois la longueur d'onde. Dans ce cas également, donc les deux ondes à partir de ce point vont être vraiment en phase. Ça correspond donc toujours au cas qu'on va appeler dans un instant interférence constructive. De façon générale donc, l'interférence qu'on vient de caractériser par interférence constructive va avoir lieu quand le décalage entre deux ondes de même caractéristique, surtout même longueur d'onde, donc ce décalage, ou bien il est nul, ce qui correspond au premier cas étudié, pas de décalage entre les ondes, ou bien un décalage d'une longueur d'onde, ou bien un décalage de deux longueurs d'onde, et de façon générale, le même cas serait obtenu lorsque le décalage est égal à n fois la longueur d'onde avec n un entier. Ceci étant dit, alors la question à poser maintenant, c'est que lorsqu'on est en présence de deux rayonnements en phase, donc que sera le rayonnement résultant des deux? Mathématiquement parlant, si le premier signal est décrit par une fonction f de x et le second avec une fonction g de x, le signal résultant lors de la combinaison des deux, c'est ce qu'on appelle l'interférence, donc le signal résultant sera décrit par une fonction qui sera la fonction somme f de x plus g de x. Dans les cas ondulatoires qu'on est en train de traiter, les fonctions f de x et g de x sont identiques. Essayons alors maintenant de voir, lorsqu'on dispose de façon générale de deux fonctions f de x et g de x, comment effectuer la somme s de x est égale à f de x plus g de x. Disposons alors de deux fonctions f de x et g de x. Essayons de voir comment effectuer la somme s de x est égale à f de x plus g de x. Alors, pour illustrer cette somme par un exemple concret,
Supposons que f de x est une droite d'équation f de x est égal à ax. Et supposons disposer d'une fonction g de x décrivant une courbe. Supposons alors que cette courbe a cette allure. Si on choisit alors un point x1 quelconque comme abscisse, l'ordonnée f de x1 correspondra à cette longueur ici. Pour ce qui concerne maintenant l'ordonnée du même point x1 par la deuxième fonction g de x, cette ordonnée va de ce point jusqu'à ce point ici. Donc ça correspond à cette longueur. Ça va être g de x1. De là à là. Alors maintenant, comme s de x est égal à f de x plus g de x, ça voudrait dire que l'ordonnée s du point x1 va correspondre exactement à l'ordonnée du point x1 par la fonction f plus l'ordonnée du même point x1 par la fonction g. C'est ce qui va correspondre schématiquement à ce qui suit. L'ordonnée du point x1 par la fonction somme va aller de ce point à ce point. Donc ça va correspondre à cette distance qui n'est autre que f de x1 à laquelle on ajoute ce segment qui n'est autre que g de x1. Donc s de x1, ça va de là à là, correspond à f de x1 plus g de x1. Le point obtenu ici sera alors l'un des points par lesquels passe la courbe s de x. Donc pour avoir toute la courbe s de x, il suffit de procéder exactement comme on vient de le faire pour plusieurs points xj contenus sur l'axe x. Et l'ensemble des points obtenus, en les joignant, ça va former la courbe s de x. Ceci étant dit, on va alors maintenant comprendre très facilement comment se fait l'interférence de deux ondes données. Si on revient maintenant à l'exemple qu'on a traité tout à l'heure, et où on disposait de deux ondes provenant chacune de deux sources différentes, mais ayant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même longueur d'onde et même amplitude, la première onde pourra être décrite par une fonction f de x, la deuxième par une fonction g de x, avec le cas particulier ici, puisqu'il s'agit des mêmes ondes, que f de x est égal exactement à g de x. Et l'interférence de ces ondes-là va correspondre tout simplement à la réalisation de la somme de ces deux fonctions d'onde. Alors au départ, comme les deux fonctions d'onde sont en phase, c'est-à-dire en abaissant une perpendiculaire, on va trouver exactement le même état de phase, ici nul par exemple, là les deux ondes sont au minimum, là ils sont au maximum, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure ondes en phase. Donc à partir de ce point, puisqu'ils émanent de deux sources simultanément, et comme ils sont en phase, donc f de x ici est égal à 0, g de x est égal à 0, donc si on effectue la somme, s de x sera 0. Si on prend maintenant des points particuliers, puisqu'on est en présence d'ondes, donc si on prend le point ici 1/4 de longueur d'onde où l'amplitude est égale à A, là aussi l'amplitude est égale à A, et là le signal va avoir une amplitude égale à 2A. Là le signal est nul, il est nul, là il est nul aussi. Ici il est au minimum à moins A, ici à moins A. Donc la somme va correspondre au même point à une amplitude égale à moins 2A, et ainsi de suite pour tous les autres points. En comparant donc le signal obtenu, dessiné ici en vert, avec les deux signaux qui vont le composer, on comprend que le signal donc somme a la même caractéristique que les deux signaux auparavant. À savoir, c'est un signal qui a la même longueur d'onde. La différence, c'est que c'est un signal qui sera 2 fois plus intense que chacun des deux signaux qui le composent. Donc ça correspond à ce qu'on appelle donc une interférence constructive. Les ondes sont en phase et l'interférence est constructive. Comme on l'a signalé tout à l'heure, l'interférence constructive peut avoir également lieu même si les deux signaux présentent un décalage d'une longueur d'onde, ou bien deux longueurs d'onde, ou bien, de façon générale, n fois
la longueur d'onde, n étant un entier positif. Donc pour des ondes ayant les mêmes caractéristiques et surtout donc même longueur d'onde, ils vont se combiner positivement si le déphasage linéaire est égal à une fois la longueur d'onde, deux fois la longueur d'onde, n fois la longueur d'onde. Et ce cas correspond à ce qu'on appelle l'interférence constructive. Essayons maintenant de voir ce qui se passe si on dispose de deux sources données donnant deux signaux ondulatoires mais décalés avec un nombre demi-entier de longueur d'onde. Dans le cas présent ici, nous disposons donc d'un signal émanant par exemple d'un atome à un instant t, et puis un signal ayant les mêmes caractéristiques que le premier, émanant d'un deuxième atome, mais présentant un décalage dans le temps correspondant à l'équivalent d'une demi-longueur d'onde. Dans ce cas, si on suppose que le signal est toujours envoyé initialement de façon positive, donc une fois que le deuxième signal rattrape le premier, ils vont se trouver avec un état d'opposition de phase. C'est-à-dire que lorsque l'un est en train de prendre des valeurs d'amplitude négative, l'autre est en train de prendre complètement l'inverse de ces valeurs. Dans ce cas, la fonction s de x somme des deux signaux à partir du moment où ils vont se rencontrer peut s'effectuer de la façon suivante. La première onde est nulle ici, la deuxième est nulle, donc s de x au même point est nul. L'onde ici est au minimum moins a, l'autre la rejoint avec plus a, donc moins a plus a, ça fait 0, et à ce point ici, l'onde est également nulle. Là aussi, l'onde est nulle à cet endroit. Là, elle est maximale, là, elle est à l'opposé de façon minimale, et ça donne une somme nulle, et ainsi de suite pour tous les points pour lesquels on effectue la sommation des deux fonctions f de x et g de x. Ce cas de figure correspond à ce qu'on appelle l'interférence destructive. Et ce cas donc, comme on vient de l'expliquer, correspond à l'anéantissement d'un signal lorsque les deux ondes qui le composent sont complètement en opposition de phase. Si on applique maintenant ce qu'on vient d'exposer sur le cas qu'on était en train de traiter tout à l'heure, alors les ondes composant les rayonnements parallèles ici doivent se rencontrer en phase pour constituer un signal. Si le retard réalisé par le deuxième atome ici par rapport à celui de droite, donc ce retard ici doit être n fois la longueur d'onde. Là aussi, le retard effectué par cet atome doit être n' fois la longueur d'onde, de telle sorte que n' est un entier supérieur à n ici. Le troisième signal doit effectuer un retard de 1 seconde lambda, 1 seconde étant un entier, de telle sorte que 1 seconde doit être supérieur à n', doit être supérieur à n. C'est la seule condition pour que le rayonnement, une fois qu'il se rencontre à ce niveau-là, soit en phase et constituer alors un signal positif correspondant à la somme positive des signaux ici, donc interférence constructive. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.